Bonjour à tous et merci pour cette opportunité de conclure cette intervention que j'ai trouvée personnellement très très riche et très inspirante. Et ce qui montre d'ailleurs qu'il n'y a pas une seule solution, il y a plein de solutions et que chaque solution doit être adaptée à chaque territoire, hein. On parle vraiment de territoire et qu'il n'y a pas de prétention à avoir une solution unique, mais au contraire, on a bien vu dès le début qu'il y a d'ailleurs il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs territoires, il y a plusieurs modes d'habiter, il y a plusieurs modes de vie qui sont vraiment à prendre en compte dans la réflexion. Je voudrais juste revenir avec quelques chiffres au début qui sont importants pour replanter le décor. C'est que les émissions aujourd'hui dans le domaine du transport en France, c'est 30% de nos émissions. C'est plutôt un secteur qui est en augmentation et la voiture individuelle, c'est un peu plus de la moitié de ces 30%, c'est 16% des émissions nationales. Donc c'est un enjeu extrêmement fort. Quand on regarde la mobilité du quotidien, les chiffres ont été rappelés tout à l'heure, la voiture individuelle, c'est 83% des kilomètres. Et je pense qu'il faut parler en part kilométrique, pas simplement en part modale. En part kilométrique, la voiture, c'est 83%. Les transports publics, ce n'est que 11%. C'est pas énorme et c'est beaucoup en Ile-de-France. La marche, c'est 3% et le vélo, c'est 1%. Et je pense qu'il faut raisonner en kilomètres parce qu'on ne peut pas mélanger 100 mètres pour aller acheter du pain et 30 kilomètres pour aller travailler. Sinon, on fait des erreurs et donc la part modale simple ne permettra pas de résoudre le problème quand on y réfléchit. Quand on regarde les enjeux de part modale, c'est intéressant parce que si vous vous projetez par exemple aux Pays-Bas, la part modale du vélo aux Pays-Bas, en kilomètres, n'est que de 8%. C'est l'équivalent du transport public. Elle n'est pas de 30%, elle est 30 ou de 40% si vous en parlez en mode, parce que les gens l'utilisent un bout pour aller à la gare, un bout de la gare au boulot. Ils ont généralement deux vélos. Un vélo pour aller à la gare et puis un autre vélo à l'autre gare pour aller au travail. C'est plutôt d'ailleurs des vélos épaves qu'ils utilisent, des vélos pas très très chers. Et dans ces trajets domicile-travail, dans ces trajets du quotidien, le trajet domicile-travail, c'est plus de 50%. C'est-à-dire que le trajet essentiel, c'est vraiment le domicile-travail. Et c'est celui qui est très très structurant. Alors il y a plein d'autres lieux, mais on voit bien que le lieu de vie, l'aire urbaine, elle s'organise au travers du domicile-travail. Et puis il y a plein d'autres trajets pour aller travailler, pour aller se soigner, pour aller voir des amis, qui sont importants et qui constituent cet ensemble d'échelles. Et tout le monde est bien d'accord aujourd'hui, c'est que la mobilité, elle ne peut pas se concevoir à l'échelle du lieu de vie, mais elle se conçoit à l'échelle du lieu de vie, mais pas l'endroit où on habite, c'est l'endroit où on habite, l'endroit où on travaille, l'endroit où on prend ses loisirs, l'endroit où on va étudier. Et c'est ça vraiment l'échelle aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces bassins de vie, notamment autour des grandes métropoles, on parle de 30 à 40, voire 50 kilomètres de distance. La moyenne que parcourent les Français pour aller travailler tous les jours, c'est 39 kilomètres. Aller-retour, ça veut dire que beaucoup font 5 kilomètres et beaucoup d'autres font 30, 40 kilomètres. Et il faut être conscient de ce chiffre-là, qui est un chiffre important quand on réfléchit. Le choix des transports publics est toujours un choix qui est lié à la qualité du service. Alors, le tarif est important. Le tarif est important avec l'aspect de simplicité. On l'a bien vu avec l'Allemagne, le tarif à 9 euros avait un double effet d'être très peu cher, quasiment de la gratuité, plus un système très simple, alors que l'Allemagne, comme la France, a un système de millefeuille avec des tarifs pour les trains qui ne sont pas les tarifs pour les villes et des systèmes parfois différents. Donc on voit très bien l'intérêt effectivement de la simplicité d'accès. Vous prenez les transports publics à plus de 50% parce que c'est une bonne alternative à la voiture. Bonne alternative à la voiture, ça veut dire que vous êtes dans un temps de parcours qui ne dépasse pas le temps de parcours de la voiture de l'ordre d'une fois et demie. Sachant que cette fois et demie, elle n'est pas simplement du temps réel, c'est aussi le temps vécu. Si vous êtes par exemple dans des transports avec plein de monde debout, eh bien il y a un handicap de 50% sur ce temps de parcours. C'est-à-dire que le temps, si vous êtes par contre assis, vous pouvez travailler, vous pouvez dormir, ben c'est mieux que la voiture. Et donc du coup, le temps peut être un peu plus long dans le transport. Et ça, c'est un aspect important. Ce qui est important également, c'est l'amplitude, on l'a dit, c'est-à-dire qu'il faut avoir des offres de 6 heures à 22 heures le soir et de la fréquence. En Allemagne, on avait repris des petites lignes sur lesquelles il y avait 500 personnes par jour. En mettant effectivement un service de 6 heures à 22 heures tous les quarts d'heure, on est passé à 23 000 personnes par jour. Il n'y a pas de secret. Si vous avez 4 trains par jour, ce n'est pas une alternative à la voiture. C'est juste une solution pour les gens qui n'ont pas de voiture. Qui ramène à la problématique tout à l'heure. Ça veut dire que si on veut des lignes avec de la qualité de service, on ne pourra pas en faire partout. Ce n'est pas juste un problème d'infra, ça sera aussi un problème de choix de fréquence sur les lignes pour qu'il y ait suffisamment de monde pour que ce soit une vraie alternative à la voiture. La voiture électrique, ce n'est pas forcément la panacée. On sait que c'est une partie de la solution. Il y a des espaces sur lesquels on n'aura pas d'autre solution que la voiture. Et de toutes les manières, avec 83% de part modale de la voiture, on ne va pas la faire disparaître demain. Si on la réduit déjà à 40 ou 50%, ça serait déjà une étape très importante.
On ne supprimera pas la voiture du modèle, elle fait partie de la solution. Si elle est utilisée en covoiturage, on va forcément améliorer son usage, on va réduire son empreinte, donc ça fait partie des solutions. Donc on voit bien qu'on a un enjeu aujourd'hui de desserte des périphéries. On ne résoudra d'ailleurs pas le problème des centres-villes sans résoudre le problème de la périphérie. Les voitures qu'on a aujourd'hui dans les centres-villes, la plupart du temps, elles viennent de périphérie. Les gens qui font du centre-ville, eh bien, ils se passent depuis très très longtemps de leur voiture. Les gens qui viennent de l'extérieur, souvent, n'ont pas trouvé d'alternative, n'ont pas trouvé le parking relais, n'ont pas trouvé le train, où il n'y avait pas la bonne fréquence et la bonne qualité. Donc ça veut dire que résoudre le problème de nos aires urbaines, c'est travailler principalement sur le périphérie, et c'est un enjeu, on l'a dit, d'offres, de tarifs, mais c'est d'abord un enjeu d'offre, d'augmenter l'offre pour pouvoir justement avoir une alternative à la voiture. On l'a dit, il y a le train, qui est clairement une solution extrêmement structurante. Le train, c'est forcément des solutions de long terme. Si je ne me trompe pas, à Strasbourg, ça remonte à 10 ans, le projet, effectivement. Donc, ça veut dire que les RER métropolitains en France, on les verra dans 10 ans. Parce que c'est de l'infrastructure, c'est de la remise à niveau de réseau. Ça ne se fera pas dans un claquement de doigts. On l'a vécu en Allemagne où il y a 3 fois plus d'offres de trains qu'en France, en périphérie. D'ailleurs, la part modale des transports publics en Allemagne est de 19% en part kilométrique versus 11% en France. Donc, c'est un petit peu contre-intuitif, mais l'Allemagne, qui est le pays de la voiture, est aussi le pays dans lequel le transport public a une part modale plus importante. Et on voit bien que cette solution-là, il faut la mettre en place, ça va prendre du temps, il va falloir faire des choix, parce qu'on va devoir garder certaines lignes pour offrir une forte qualité de service. Le complément naturel, ça va être effectivement, ça a été évoqué en début, c'est les cars au niveau de service. Le car express est une extrêmement bonne solution. On a évoqué tout à l'heure le très bel exemple de Brie-sous-Forges, qui est un exemple que je trouve très inspirant. La métropole de Bordeaux, avec la région Nouvelle-Aquitaine, ont mis en place juste avant le Covid une ligne très similaire entre Créon et Bordeaux. On est à 30 km. Dès le démarrage de la ligne, ça a été 1000 personnes par jour, alors qu'il n'y a même pas encore de voie dédiée. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez le confort d'être assis, c'est des cars. Vous avez le confort d'être assis, vous n'êtes pas, il n'y a pas le stress de la voiture. Et là, il y avait, je dirais, pré-Covid et pré la crise énergétique, une économie de 200 € par mois d'essence, tout simplement. Donc c'est un enjeu effectivement de cohérence sociale, mais aussi un enjeu de justice. Et les gens prennent leur voiture pour aller effectivement se garer. Et on voit bien que ces parkings relais, il ne faut pas forcément les mettre aux portes des villes, il vaut mieux les mettre à 30 km, parce que du coup, au lieu de faire un grand trajet en voiture, vous allez faire 10 km en voiture au lieu de faire 40 km en voiture. Et c'est ça l'objectif. Et la voiture fera forcément partie de la solution à l'arrivée, en covoiturage. Et si vous n'avez que 5 ou 10 km pour aller à la gare, eh bien, ces 10 km, vous pouvez aussi les faire en vélo, sous réserve d'avoir un parking sécurisé sur place. Voilà. Donc on voit bien que la solution va être plein de solutions différentes. Le car express en fait partie. D'ailleurs, c'est le choix qu'a fait Madrid. Sur toutes les autoroutes de Madrid, il y a des lignes de car express avec des voies dédiées qui rabattent sur les grandes gares en périphérie. Donc on ne va pas juste dans le centre, on va sur les grandes gares en périphérie. Donc ça permet aux gens d'accéder aux nœuds urbains, de la même manière que l'autocar de Brie-sous-Forges permet d'accéder effectivement à la gare de Massy, sur laquelle d'ailleurs en voiture, vous ne pouvez pas y aller, on ne peut pas se garer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs la limite, c'est qu'on ne pourra pas construire des parkings à l'infini sur nos gares, donc il vaut mieux les mettre ailleurs et faire du rabattement sur nos gares en termes d'approche. Voilà. Écoutez, donc ce choc d'offres, il est de nature à créer effectivement des aires urbaines avec plus d'équité, plus de cohérence sociale, qui est un vrai enjeu. Nous ne réussirons de cette transformation énergétique que si elle est inclusive, que si on crée de la cohérence sociale, c'est vraiment important. Il y a des enjeux de protection du pouvoir d'achat, et effectivement, il y a des enjeux d'efficacité. Ça ne marche qu'avec de la qualité de service réelle, ça veut dire des services qui fonctionnent de l'ordre des objectifs. Quand on voit la régularité qui nous est demandée dans les trains en Allemagne, on parle de 95-99%. Si vous parlez de 80%, ça vous fait 2 trains en retard par semaine. Donc, ce n'est pas clairement une alternative possible pour la voiture. Ça fait partie de nos enjeux effectivement forts, de continuer d'améliorer la qualité de service pour que les transports publics soient une vraie alternative à la voiture. Voilà. Et qu'on puisse vivre de manière équitable sur tous nos territoires. Merci.